Cet après-midi, je vous raconte un homme de l'ombre dont le flair a permis de mettre en lumière des peintres de génie, ou la véritable histoire de Paul Guillaume, marchand d'art visionnaire de l'entre-deux-guerres. Comment Paul Guillaume est-il devenu l'un des plus importants marchands d'art de son temps? Quelles œuvres composaient son impressionnante collection? Pourquoi son nom est désormais associé au musée de l'Orangerie? Europe 15h-16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1915 sur les hauteurs de Montmartre à Paris. Et alors que l'Europe se déchire, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, un artiste au nom chantant et encore méconnu peint. Il s'appelle Amedeo Modigliani. Arrivé 9 ans plus tôt au cœur de la capitale des arts, où vit aussi un Espagnol nommé Pablo Picasso, l'Italien s'y est longuement consacré à la peinture avant de renouer définitivement avec les pinceaux à l'aube de la Première Guerre mondiale. À 30 ans passés, il fait désormais de la figure humaine sa spécialité. Ce jour-là, il se trouve à l'abri dans l'appartement Montmartre 3 de sa maîtresse, la femme de lettres britannique Beatrice Hastings. Et il y signe le portrait d'un nouvel ami rencontré l'année précédente. C'est le poète Max Jacob, une autre figure du Paris d'avant-guerre, qui le lui a présenté. Élégant dans son costume noir, le jeune modèle porte une chemise claire, une cravate et un chapeau sombre. Si les traits sont un peu tirés, c'est le style de Modigliani, les principales caractéristiques du visage sont reconnaissables. La moustache et des sourcils bruns, la mâchoire carrée, de grands yeux, des yeux capables de repérer les plus grands artistes de son temps. Pour connaître l'identité du personnage de cette œuvre, inutile de mener une enquête approfondie. Comme souvent, Amedeo Modigliani a inscrit le nom de son modèle en haut de la toile. Les lettres capitales se détachent sur le fond rouge de manière très lisible. Il s'agit de Paul Guillaume. Paul Guillaume, ce nom-là n'est alors guère plus célèbre que celui de Modigliani. Et pourtant, au bas de son tableau, le peintre prend soin de compléter le portrait d'une inscription en italien. Il écrit à la peinture verte « Novo Pilota », comprenez en français « Nouveau pilote ». Car à 23 ans à peine, Paul Guillaume possède déjà sa propre galerie d'art à Paris. Devenu collectionneur un peu par hasard à la veille de la Grande Guerre, le Français, à la différence de bien d'autres mécènes et marchands d'art, n'a pas été contraint de s'engager dans le conflit. Pendant que les autres jeunes hommes du pays se battent sur le front, lui et Modigliani, tous deux réformés pour des raisons de santé, se livrent à une autre bataille, celle de la promotion d'un art neuf, avant-gardiste, en un mot, moderne. Pour percer, Modigliani place tous ses espoirs dans son ami dont il réalise une série de portraits peints et dessinés de 1915 à 1916, son ami au flair incomparable, le nouveau pilote qu'il pense à même de faire décoller sa carrière. Poète ardent et peintre, grand parmi les grands, il passa comme un météore, dira plus tard Paul Guillaume de Modigliani. Modigliani, un météore, et son marchand aussi. Le collectionneur recevra quelque temps plus tard le même compliment de la part d'Ambroise Vollard, marchand de Picasso entre autres. Il aura passé comme un météore, dira-t-il de lui. Paul Guillaume, Modigliani, deux étoiles filantes qui, en l'espace de courte vie, ont su laisser une trace dans le monde de l'art. Pour le jeune collectionneur, orphelin de père et issu d'un milieu modeste, tout commence de manière fortuite alors qu'il travaille comme mécanicien dans un garage situé sur la très chic avenue de la Grande Armée à Paris. Aux prémices de l'automobile, Paul Guillaume se trouve déjà là où se joue l'avenir. Un jour, en recevant du caoutchouc importé des colonies françaises, il aurait découvert dans des cartons de livraison en provenance du Gabon des sculptures africaines. Pour le jeune homme d'à peine 20 ans, ce fut comme une révélation. Le début d'une passion pour les arts extra-occidentaux, et pas seulement. Le point de départ aussi de sa carrière de galeriste. Séduit par ces objets rares qu'il considère immédiatement comme des œuvres d'art, Paul Guillaume décide en effet de les exposer en vitrine. Et cela lui porte chance. Un jour de janvier 1911, un passant amoureux des arts et des lettres les remarque. Cet homme raffiné d'origine polonaise, de tout juste 30 ans, est déjà connu à Paris pour être écrivain, poète et critique d'art, bien qu'il n'ait pas encore publié à cette date ses recueils les plus célèbres, Alcool et Calligramme. Oui, vous l'avez deviné, si Paul Guillaume est un pilote, son copilote se nomme incontestablement
Guillaume Apollinaire. À l'époque, le poète baigne déjà dans les milieux artistiques parisiens. Il connaît de nombreux peintres installés dans les quartiers de Montmartre et de Montparnasse et va chaudement recommander leurs œuvres à Paul Guillaume. Avec ses amis Pablo Picasso et André Derain, il partage notamment le même intérêt pour les arts d'Afrique et d'Océanie, qu'on appelle couramment l'art nègre au début du XXe siècle. Rares sont les marchands parisiens qui se consacrent à l'époque aux arts extra-occidentaux, mais Apollinaire met Paul Guillaume en contact avec l'un d'entre eux. Son nom, Joseph Bremer. En devenant son courtier, le jeune collectionneur met un pied dans le commerce de l'art et peu à peu, il structure son réseau. Tandis qu'Apollinaire lui présente Picasso et leur ami commun Max Jacob, l'artiste Marie Laurencin, sa compagne, ou encore le peintre Giorgio de Chirico, Paul Guillaume mûrit un projet personnel ambitieux. Le 13 janvier 1914, il écrit à son mentor et ami poète ces quelques mots. « Je crois vous avoir parlé de mon projet de créer un magasin de tableaux modernes, projet d'ailleurs encouragé par vous. Le voici tout près de sa réalisation. Je vais ouvrir dans quelques jours ma petite galerie rue de Miromesnil, tout près de la place Beauvau. » À seulement 22 ans, Paul Guillaume se fait ainsi une place discrète parmi les prestigieuses galeries du 8e arrondissement. Dès son ouverture en février 1914, son local du 6 rue de Miromesnil reflète ses goûts personnels, accueillant à la fois des œuvres d'art africain et d'art moderne. Le collectionneur y met en avant ce qu'il nomme la peinture nouvelle. Expert dans l'art de la communication, Paul Guillaume se targue déjà d'exposer des peintures, sculptures et gravures des meilleurs artistes contemporains. Selon différents témoignages, cette première galerie ne paye en réalité pas de mine. Mais à force de détermination et de publicité, son propriétaire parvient tout de même à s'entourer d'artistes de talent, à commencer donc par l'Italien Amedeo Modigliani qu'il rencontre un beau jour de 1914. Cette année-là, l'ordre de mobilisation générale du 1er août fait voler en éclats le petit monde artistique parisien et oblige Paul Guillaume à fermer sa galerie pendant un an. En 1915, voyant certains de ses peintres comme Giorgio de Chirico quitter la capitale française, il demande conseil à Apollinaire parti se battre aux côtés des Français. Puisque son marchand est absent, Paul Guillaume songe à approcher Pablo Picasso. Mais le poète soldat lui suggère dans un premier temps d'investir dans des artistes moins chers comme Maurice Utrillo, le fils de Suzanne Valadon, ou de se procurer quelques-unes des œuvres naïves du douanier Rousseau. Paul Guillaume suit les recommandations de son ami, mais il profite aussi du départ au front du mécène de Modigliani pour prendre sa place. En 1915, il devient officiellement mécène du peintre italien et loue pour lui un atelier rue Ravignan à Montmartre. Sombre pour le monde, le premier conflit mondial représente paradoxalement une période faste pour les affaires de Paul Guillaume. Dès 1916, le marchand d'art en pleine ascension s'installe dans un appartement-galerie au 16 avenue de Villiers. Paul Guillaume décore son intérieur d'objets africains et accroche au mur des œuvres de Chirico, Maurice Utrillo et Modigliani. Dans son nouveau repère du 17e arrondissement, les visiteurs peuvent admirer par exemple la jolie ménagère peinte par Modigliani en 1915, ainsi que les portraits de sa maîtresse, Béatrice Hastings. Mais s'il reste fidèle au peintre italien et très admiratif de ses œuvres, Paul Guillaume n'en oublie pas pour autant d'étoffer son catalogue. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'intéresse aussi au travail du peintre André Derain, dont il deviendra le marchand exclusif quelques années plus tard. Le jeune collectionneur lui dédie une exposition personnelle au cours de l'année 1916, alors même que l'artiste est mobilisé dans la Somme. Plus audacieuse encore, Paul Guillaume projette de consacrer une exposition à Henri Matisse et Pablo Picasso, les deux rivaux de l'art moderne. À la fin de l'année 1917, il écrit à l'un et à l'autre pour tenter de les convaincre. Mais en temps de guerre, Matisse hésite. Un tel événement ne serait pas de très bon ton. Finalement, la persévérance de Paul Guillaume lui permet d'obtenir gain de cause. Il soutient qu'une partie des recettes sera reversée aux mutilés de guerre et lance une promotion audacieuse dans la rue, dans la presse et au cinéma. Ce face-à-face inédit et haut en couleur entre l'un des précurseurs du fauvisme et le maître du cubisme se tient durant un mois, du 15 janvier au 15 février 1918, dans la nouvelle galerie de Paul Guillaume, située au 108 rue du Faubourg Saint-Honoré. Là-bas
sont présentées 25 œuvres de Picasso témoignant de sa période bleue, rose, puis de son virage cubiste, et 15 tableaux de Matisse, parmi lesquels La Coupe d'Orange, peinte en 1916. C'est cette dernière nature morte qui inspire pour l'occasion quelques lignes célèbres à Guillaume Apollinaire. Si l'on devait comparer l'œuvre de Matisse à quelque chose, écrit-il, il faudrait choisir l'orange. Comme elle, l'œuvre d'Henri Matisse est un fruit de lumière éclatante. Une chose est sûre, à une période où le cubisme fait encore débat, le duel Matisse-Picasso ne passe pas inaperçu. Le rendez-vous est honoré par de nombreux curieux et contribue à asseoir la réputation de marchand visionnaire de Paul Guillaume. Fort de son succès, le galeriste réitère quelques semaines plus tard avec une exposition de toiles du néerlandais Kits van Dongen, un pinceau fauve déjà connu à Paris et qu'il considère facile à vendre. Et Paul Guillaume ne s'arrête pas là. La même année, en 1918 toujours, avec la coopération bienveillante de Guillaume Apollinaire revenu du front pour blessure, près de 2 ans auparavant, il lance sa propre revue intitulée « Les Arts à Paris ». Petite sœur des Soirées de Paris, une revue mensuelle créée par Apollinaire en 1912 et stoppée par la guerre, elle est à la fois un outil promotionnel de sa galerie et une synthèse des actualités artistiques de la ville. Le magazine est signé de plusieurs noms de plumes, dont plusieurs appartiennent à Paul Guillaume lui-même. Captain Redstone, Colin d'Arbois ou le Nègre Bleu sont autant de pseudonymes qui lui permettent ainsi de servir habilement son commerce. Dans le premier numéro paru le 15 mars 1918, on peut déjà lire ces quelques commentaires flatteurs. Tout récemment, les amateurs éclairés se pressèrent dans la galerie Paul Guillaume pour une exposition d'œuvres de Matisse et de Picasso, exposition qui fit sensation. En ce moment a lieu à la même galerie l'exposition des œuvres récentes de Van Dongen qui trouveront auprès des connaisseurs une faveur identique. Mais les nouvelles ne sont malheureusement pas toujours bonnes dans la revue de Paul Guillaume. Le 3e numéro des Arts à Paris, qui paraît en décembre 1918, rend tristement hommage à Guillaume Apollinaire, emporté par la grippe espagnole, l'avant-veille de l'armistice du 11 novembre. Tandis que l'année 1918 s'achève et que l'Europe s'apaise enfin après 4 années d'un conflit sanglant, Paul Guillaume perd son copilote de la première heure. Et un peu plus d'1 an plus tard, son ami Amedeo Modigliani meurt à son tour prématurément. L'artiste maudit, rongé par l'alcool et la tuberculose, disparaît le 24 janvier 1920. Il avait seulement 35 ans. Prompt à défendre ses artistes, Paul Guillaume lui dédiera bientôt plusieurs textes élogieux et de nombreuses reproductions d'œuvres dans les pages de sa revue, y compris de ses nus qui ont tant fait scandale. Et il publiera également des poèmes écrits par l'Italien, toujours dans le but de promouvoir les tableaux de son protégé. Preuve d'ailleurs que son goût pour les œuvres de Modigliani est sincère. Paul Guillaume en affichera toujours plusieurs dans ses appartements successifs. Si les lendemains de la guerre sont endeuillés pour le collectionneur parisien, ils ne sont cependant pas dénués de bonne fortune. Privé des conseils d'Apollinaire, il fait à cette période la rencontre de sa nouvelle partenaire en affaires, sa future épouse, Juliette Lacaze. Leurs noces sont célébrées le 8 octobre 1920 dans le 17e arrondissement de Paris et dès les premiers jours, celle qu'il surnomme Domenica joue un rôle important dans les choix du collectionneur. Devenu un ami proche, le peintre André Derain signe un portrait de la jeune femme que Paul Guillaume publie dès la fin de l'année 1920 dans sa revue. Nous sommes alors au début des années folles et la vie sourit à Paul Guillaume. La prospérité de sa galerie est telle qu'elle lui permet de s'offrir des toiles plus chères qu'autrefois, devenues prisées sur le marché de l'art, les toiles de ceux qu'on nommait péjorativement au départ les impressionnistes. Paul Guillaume vaut une grande admiration à ces pionniers de l'art moderne. En 1921, il encourage même la jeune génération à s'intéresser au travail de ses prédécesseurs. Qu'ils pensent à leurs anciens, affirme-t-il, qu'ils se souviennent de Manet, de Cézanne, de Renoir. Son épouse affectionne aussi particulièrement leurs œuvres, si ce n'est plus. À ses côtés, Paul Guillaume enrichit sa collection de quelques Cézanne et de chefs-d'œuvre de Renoir, comme Les jeunes filles au piano. Mais les goûts du galeriste l'amènent aussi à faire des choix moins classiques que ceux de Domenica. En 1922, Guillaume fait notamment la connaissance de l'artiste russe Chaim Soutine, un ancien ami de Modigliani dont les paysages dansants, les animaux morts et les portraits distordus
ne peuvent que surprendre et heurter le spectateur. L'une de ces toiles, à l'effigie d'un petit pâtissier, trouve d'ailleurs grâce aux yeux du client le plus important de Paul Guillaume, le scientifique et millionnaire américain Albert Barnes. Un petit pâtissier inouï, fascinant, réel, truculent, affligé d'une oreille immense et superbe, inattendu et juste. Un chef-d'œuvre, écrit Paul Guillaume dans sa revue Les Arts à Paris. Là encore, le galeriste parisien témoigne de son flair. Et c'est devant cette œuvre indéniablement moderne que commencent les affaires entre l'amateur d'art parisien et le philanthrope américain. Dès 1922, la coopération de Paul Guillaume avec Albert Barnes lui permet ainsi de faire connaître ses artistes outre-Atlantique et d'accroître considérablement sa fortune. En échange d'une commission, il se charge de trouver des œuvres intéressantes pour la fondation que le riche Américain souhaite ouvrir à Philadelphie. L'aventure est enrichissante à tout point de vue. Barnes est d'ailleurs un client d'autant plus intéressant pour Guillaume qu'il ne s'intéresse pas seulement à l'art moderne. Soucieux de sensibiliser son public à l'égalité raciale, il achète aussi aux marchands parisiens de très nombreux objets d'art africains. Au début de la Première Guerre mondiale, le peintre Giorgio de Chérico disait voir le jeune galeriste, je le cite, comme une île verdoyante au milieu de l'océan. Il avait manifestement vu juste. Quelques années plus tard, lui et Chaim Soutine ne sont pas les seuls à pouvoir remercier l'ingénieux Paul Guillaume d'avoir lancé leur carrière. En 1922, le collectionneur offre aussi le succès au peintre Montmartre III, Maurice Utrillo, en lui consacrant une exposition personnelle dans sa nouvelle galerie de la rue La Boétie. À cette époque, l'adresse est déjà mythique. À en croire Albert Barnes, la réputation de Paul Guillaume dépassait alors très largement les frontières françaises. Sa petite galerie d'environ 5 mètres carrés était la mecque de tous les créateurs importants, non seulement de France, mais d'Amérique, du Japon, d'Angleterre et de tous les pays continentaux. En une seule semaine, dit-il, j'ai rencontré chez Paul Guillaume des peintres, des sculpteurs, des compositeurs, des poètes, des critiques anglais, japonais, norvégiens, allemands, américains, italiens, que je ne connaissais jusque-là que de nom. André Breton confirmera plus tard que Paul Guillaume aurait été l'un des premiers touchés par la révélation moderne. Et cela se lit en effet dans la collection qui porte son nom au musée de l'Orangerie à Paris, bien qu'elle soit en partie tronquée, il faut bien le dire. De son vivant déjà, Paul Guillaume songe à exposer ses œuvres dans ce qu'il imagine déjà comme le premier musée français d'art moderne. Mais lorsque le collectionneur disparaît brutalement en 1934, à presque 43 ans, sa veuve et héritière se séparent de plusieurs de ses toiles les plus audacieuses. Les peintures métaphysiques de Giorgio de Chérico, la plupart des œuvres cubistes de Picasso, certaines toiles exceptionnelles de Matisse et plusieurs portraits de Modigliani. En tout, Domenica Guillaume se serait séparée de plus de 200 œuvres qu'elle remplace au milieu du XXe siècle par davantage de peintures impressionnistes. Elle complète sa collection de Renoir, acquiert des tableaux de Paul Cézanne, mais aussi des paysages de Claude Monet ou d'Alfred Sisley. Elle abandonne aussi des pièces d'art africains si chères à son mari. Sous son influence, la collection de Paul Guillaume se transforme et elle change aussi de nom. En 1941, Domenica se remarie et s'appelle dorénavant Walter. À elle désormais de créer le musée dont il rêvait. Lorsqu'elle accepte de céder à l'État sous réserve d'usufruit une première partie de ses œuvres en 1959, puis une seconde en 1963, Domenica Walter insiste sur un point. Elle veut que la collection porte le nom de ses deux maris. La collection Guillaume Walter, donc, se compose de 148 tableaux lorsque le ministre de la Culture, André Malraux, l'inaugure au musée de l'Orangerie le 21 janvier 1966. Des premières toiles impressionnistes des années 1860-70 aux œuvres déstructurées des années 1930, la collection couvre une période charnière de l'histoire de l'art. Elle illustre la naissance de l'art moderne et montre son évolution d'une décennie à l'autre. Les artistes qui y sont les mieux représentés sont André Derain, Auguste Renoir, Paul Cézanne et Pablo Picasso. Mais la collection conserve aussi quelques œuvres du douanier Rousseau, de Chaim Soutine, de Maurice Utrillo, de Marie Laurencin ou encore évidemment d'Amedeo Modigliani. L'œuvre phare que le musée présente du sulfureux peintre italien vous dira forcément quelque chose. Il s'agit du fameux portrait du Novo Pilota, Paul Guillaume. Après sa mort,
Le poète Max Jacob a fait référence à cette toile pour le décrire. Le plus souvent, disait-il, il a été, comme dans le portrait de Modigliani, un vrai enfant simple, ouvert, franc, et en même temps un monsieur déjà mûr à 20 ans, capable de se méfier bien sûr, mais aimant plutôt la tranquillité, la paix et la bonne entente. Ce n'est pas le seul tableau sur lequel le marchand d'art s'est invité au cours de sa carrière, peint plusieurs fois par Modigliani, mais aussi par Giorgio de Chérico, par André Derain et par Kees van Dongen. Paul Guillaume a véritablement imprégné l'art du début du XXe siècle de son souvenir. Quant à la revue que le collectionneur visionnaire a créée en 1918, Les Arts à Paris, elle a cessé d'être publiée après sa mort. Son épouse s'est chargée de la publication du dernier numéro en 1935. Alors oui, Paul Guillaume est certes passé comme un météore selon son aîné Ambroise Vollard, mais la mission qu'il s'est donnée de défendre l'art moderne et les arts extra-occidentaux a elle marqué l'histoire à tout jamais. Europe 1, historiquement vôtre. Sylphide de Dareny, Cécile Girardot, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Paul Guillaume vendait des tableaux, les collectionnait, posait volontiers, donc on l'a vu, pour les artistes. Le musée de l'Orangerie expose d'ailleurs une série de portraits du marchand collectionneur. Alors, Cécile Girardot, je rappelle que vous y êtes conservatrice. Quelle image Paul Guillaume voulait-il donner de lui-même ? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui différents portraits par des artistes de renom de Paul Guillaume. Donc bien sûr les portraits de Modigliani que vous avez évoqués, de très beaux portraits aussi par Giorgio de Chérico, des portraits par Van Dongen et aussi par Derain. Et c'est vrai que, j'allais dire, ce qui rassemble ces portraits, c'est l'image aussi d'un homme élégant à chaque fois qu'il souhaite donner. C'est l'image d'un jeune dandy, d'un jeune galeriste et qui porte aussi les attributs d'un homme qui est concentré sur sa tâche, souvent un carnet ou encore une cigarette à la main, des gants, un chapeau, toujours très élégant, et aussi, une fois qu'il l'aura obtenu, sa Légion d'honneur, qui sera aussi représentée par Van Dongen. Donc on est véritablement dans l'image d'un homme qui s'est construit et qui nous montre sa fonction et qui nous montre aussi son ascension sociale. Sylphide de Dareny, il existe également de nombreuses photographies de Paul Guillaume. L'une d'entre elles figure en couverture de votre livre. Pourriez-vous nous la décrire en quelques mots ? Parce que on est là bien loin de l'artiste bohème, n'est-ce pas ? Oui, nous y découvrons un jeune homme à l'allure proustienne, Oui. brun, la petite moustache bien taillée, vêtu effectivement d'un élégant costume d'hiver et assis nonchalamment dans un fauteuil en osier. Mais il fixe l'objectif avec confiance, un demi-sourire aux lèvres. Il est déjà sûr de lui puisqu'il est assis en fait devant un mur tapissé d'œuvres d'art, littéralement tapissé d'œuvres d'art, de tableaux, du sol au plafond. Et nous découvrons des œuvres de Modigliani dont vous en retrouvez la plupart dans l'exposition. Un portrait de Béatrice Hastings, maîtresse de Modigliani. Un portrait du peintre mexicain Diego de Rivera. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de cadres qui s'amoncellent, qui sont posés par terre. Oui, à gauche de la photo. Et vous Et un avez... masque africain à droite, non ? Eh bien, Paul Guillaume juxtaposait déjà dans son appartement de l'avenue de Villiers les objets africains et les tableaux. Et ça a été une découverte pour les gens qui venaient le voir. C'est plutôt l'image d'un homme qui a réussi. C'est l'image qu'il veut donner alors qu'il est à peine dans son ascension renaissante, c'est-à-dire dans ces années 1916-17 où le marché de l'art reprend à Paris. Sylphide de Dareny, Paul Guillaume ne baigne pas dans le milieu artistique dès son plus jeune âge. Il n'est pas le fils d'un marchand, le fils d'un collectionneur, comme on pourrait s'y attendre. Comment sa culture esthétique se forge-t-elle ? C'est un pur autodidacte ? Oui, c'est en partie un autodidacte. Dès sa jeunesse, il va visiter des expositions dont il propose des comptes rendus aux journaux et il se rend au musée du Trocadéro où sont exposés des milliers d'objets extra-occidentaux. Mais c'est bien sûr sa familiarité avec Apollinaire après leur rencontre providentielle qui va affiner sa curiosité tout en l'élargissant. Il va aussi lire les ouvrages de son mentor, sur le cubisme notamment, et sa revue Les Soirées de Paris. Cécile Girardot, Paul Guillaume a été le premier marchand français à développer le commerce justement des pièces africaines et océaniennes. Il les a exposées aux côtés d'œuvres d'art moderne, mais des œuvres européennes. Pourquoi aime-t-il confronter ces œuvres ? Quel lien il établit entre les arts extra-occidentaux et l'art moderne européen ? Vous l'avez rappelé
C'était sa première passion, en fait. Ça a été par ce biais-là qu'il est rentré dans l'art. Et tout au long de sa vie, il va continuer à être fasciné par ces objets, à les collectionner, à les vendre, à les montrer, à les faire connaître et à les faire aimer. Et je pense qu'il a eu effectivement ce goût pour la peinture moderne, qu'il a aussi tout à fait bien défendu, mais il a souhaité, je pense, toute sa vie, donner une possibilité de juxtaposition à ces objets et les présenter ensemble, sans hiérarchie. Et c'est un goût, je pense, qu'il avait hérité déjà de ses observations des accrochages qu'il avait pu voir dans l'appartement d'Apollinaire aussi. C'était quelque chose qu'Apollinaire pratiquait, ça aussi, de mettre aux côtés de Derain, de Picasso, des objets africains ou des objets d'art populaire. Et ça, Paul Guillaume, toute sa vie, défendra ce point de vue. Sylvie, dans la biographie que vous lui consacrez, vous qualifiez Guillaume de Rastignac moderne, d'après le héros évidemment de Balzac. Paul Guillaume est né dans un milieu modeste. En 20 ans, il est passé de jeune homme pauvre à collectionneur internationalement reconnu et riche. Comment expliquer cette ascension? L'adjectif visionnaire revient beaucoup pour le qualifier, mais il a eu de la chance aussi, et puis il a fait de bonnes rencontres. Oui, il a été pour moi visionnaire sur deux plans parallèles, c'est-à-dire visionnaire dans les moyens employés pour arriver au but qu'il s'était fixé, notamment des moyens modernes de publicité tels que actualités filmées, affiches, articles, publications, fondations de revues, reportages dans ses intérieurs, et puis visionnaire aussi dans la reconnaissance du talent, du génie de certains artistes pour lesquels il a pris des risques. Tout cela s'est fait de manière parallèle et il a peu à peu élargi son audience de l'avant-garde jusqu'au tout Paris, à la presse et finalement aux plus grands collectionneurs, plus grands marchands et plus riches clients. Alors, Paul Guillaume, je l'ai raconté, a exposé de nombreux artistes, Picabia, Derain, Picasso, Matisse, Chirico. Aujourd'hui, au musée de l'Orangerie, c'est son rapport au peintre italien Modigliani qui est mis en avant dans l'exposition Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans leur relation, justement, Cécile Girardot? Euh, Il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses dans cette relation et il nous reste bien sûr les magnifiques portraits qui sont exposés dans l'exposition, puisqu'il existe de nombreux portraits du marchand Paul Guillaume par Modigliani, et je crois que cela démontre en fait avant tout une admiration réciproque. Paul Guillaume très tôt a reconnu le génie de Modigliani et s'est intéressé à lui, l'a soutenu, véritablement a pris des risques, et parallèlement Amedeo Modigliani a vu en ce jeune marchand un grand espoir, un renouveau pour cette génération justement de très jeunes peintres qui commençaient. Mais de la même manière, on peut dire que Paul Guillaume a joué un rôle important pour la reconnaissance de l'œuvre de Modigliani, dont j'ai rappelé qu'il était mort de façon tout à fait prématurée en 1920. Oui, même au-delà de la mort de Modigliani, comme vous l'avez rappelé, il a continué de promouvoir, d'exposer les œuvres de Modigliani dans des expositions de groupe, mais également dans des revues où il montre son travail, il reproduit ses œuvres, et puis aussi, bien sûr, en le faisant connaître à de très grands collectionneurs comme Barnes, ce qui va lui donner une postérité incroyable, même outre-Atlantique. Sylphide de Darigny, il y a 100 ans, Paul Guillaume s'imposait comme l'un des plus grands marchands d'art de son temps. Être marchand d'art, c'est aussi savoir se séparer de toutes les toiles qu'on a collectionnées. Comment choisir celles que l'on vend et celles qu'on doit garder? Comment il opérait? Paul Guillaume avait des goûts déjà affirmés. Il a peu à peu voulu se positionner en collectionneur des impressionnistes, ce qui a été une source de fierté pour lui, une source de reconnaissance. Je pense que, comme le disait Cécile, comme vous le disiez, l'amitié qu'il a nouée avec certains artistes, principalement Giorgio de Chirico, André Derain, Amedeo Modigliani, a fait qu'il a voulu garder, conserver des œuvres de ces artistes. Il a essayé d'acheter aussi des œuvres de Picasso et Matisse, qu'il a conservées précieusement puisqu'il a réussi à acheter certaines œuvres très précoces de ces deux artistes. Paul Guillaume vivait au milieu de dizaines d'œuvres d'art, Cécile Girardot, que vous montrez très bien d'ailleurs au musée de l'Orangerie, grâce notamment à des reproductions en miniature de son appartement de l'avenue Foch. Comment sa collection, qui grossit à mesure qu'il emménage dans des appartements chaque fois un peu plus vastes, évolue-t-elle? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution de ses goûts artistiques?
Comme l'a rappelé Sylphide, il a à un certain moment les moyens d'acquérir des artistes à la réputation beaucoup plus établie et les Et donc générations c'est cher. plus voilà. Et donc en fait vont se mêler au fur et à mesure de ces accrochages, donc l'art africain qui était là préexistant, les jeunes artistes, la génération moderne, truculente, Modigliani, Souti, Trio, et tout d'un coup on va avoir des grands panneaux où se mêlent également des Renoirs, des Cézanne merveilleux et toujours Matisse, Picasso, à qui il voue une admiration tout au long de sa vie. Et ces ensembles vont rester, s'agrandir et être, j'allais dire, déplacés et enrichis au fur et à mesure de ses déménagements, puisque à chaque fois, il acquiert des espaces encore plus vastes. Mm. Un mot sur Juliette Lacaze, l'épouse de Paul Guillaume, qui s'est fait appeler Dominica. C'est plus qu'une épouse, elle était devenue, au fond, une partenaire en affaires, non, Sylphide? Eh bien, c'est une des nouveautés du livre, puisque si Juliette a souvent défrayé la chronique après la mort de Paul Guillaume, on connaissait moins sa vie du vivant de son mari. Et contrairement à ce que l'on croyait, elle a joué un rôle extrêmement important dans la vie de la galerie et dans les rapports de Paul Guillaume avec les collectionneurs. Elle a joué un rôle notamment moteur dans les dons que faisait Paul Guillaume à certains musées comme au musée de Grenoble et dans son refus de prêter ses œuvres de Matisse à la grande rétrospective Matisse de 1931. Car Paul Guillaume voulait qu'une salle soit consacrée à ses œuvres et elle a insisté pour qu'il tienne ferme sur ce point. Le prêt ne s'est finalement pas fait. Barnes a très bien vu qu'elle était une véritable partenaire en affaires et non pas simplement une charmante hôtesse. Mais on l'a surnommée Domenica la diabolique. Et certaines rumeurs l'accusent même d'être responsable de la mort de Paul Guillaume. Alors, dites-nous la vérité, Sylphide. Ah, la vérité, Dieu seul la connaît. Il est certain que l'ambition a joué une grande part dans l'entente du couple, même si Paul Guillaume a été très sincèrement amoureux de Juliette. Elle a été gravement malade en 1925 et sans doute son ambition s'est-elle décuplée après sa guérison. Elle a été effectivement accusée d'avoir voulu faire assassiner son deuxième mari et son fils adoptif. Ah oui. Après avoir acheté une œuvre de Cézanne à prix d'or, ce qui avait jeté à nouveau les projecteurs sur elle après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était un peu oubliée. Et pour terminer, Cécile Girardot, l'histoire de la collection Walter Guillaume se confond désormais avec celle du musée de l'Orangerie de Paris, où elle est conservée. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette collection ? Bien, la singularité de cette collection, c'est bien sûr des ensembles d'œuvres tout à fait magistraux, d'artistes de renom international, mais c'est aussi, j'allais dire, le fruit d'une passion privée, d'une vie consacrée à la recherche, à la collection de l'art, et c'est le goût, la vision d'une personne qui a eu en tête toute sa vie de rassembler un art tourné vers la figure humaine essentiellement, un art figuratif et en même temps moderne, et en même temps en décloisonnant toutes les catégories de l'art, c'est-à-dire que pour lui, les statuettes africaines devaient dialoguer avec les Renoirs, devaient dialoguer avec les Picasso, avec les Cézanne. Et je pense que tout au long de sa vie, c'est ce qu'il a cherché à faire et il a souhaité aussi la donner au public, cette collection, très tôt dans sa vie. Il n'en aura pas l'occasion à cause de sa mort précoce, mais finalement, c'est par le biais de sa veuve qu'aujourd'hui, nous avons une partie, en tout cas, de cette grande quête qui l'a occupé toute sa vie. Mais merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Paul Guillaume, le marchand d'art visionnaire de l'entre-deux-guerres. Sylphide de Darani, je rappelle votre biographie. Paul Guillaume, marchand d'art et collectionneur, 1891-1934, disponible aux éditions Flammarion. Et puis Cécile Girardot, l'exposition Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand, dont vous assurez le commissariat, est présentée au musée de l'Orangerie de Paris jusqu'au 15 janvier prochain. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.